cette soirée, séance sur les enfants et les écrans. On espérait avoir plus de monde, parce qu'on comptait sur les parents, les grands-parents, les enfants, enfin tout le monde est concerné, hein, parce que c'est quand même un fait qu'aujourd'hui, les écrans prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Et les industries font tout pour que les écrans prennent de la place, consomment, que nous, les consommateurs, achètent beaucoup d'écrans, et que même ici, les enfants de plus en plus jeunes, et ça va jusqu'au bébé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Baby First, c'était une chaîne télé qui faisait la pub pour mais ça va muscler votre cerveau, le cerveau des bébés. Voilà, il y a eu une levée de boucliers contre cette invasion américaine de ces chaînes-là par des intellectuels comme Bernard Stiegler, le philosophe Bernard Stiegler, ou le psychopédiatre Serge Tisserand. Et ce n'est pas... Bon, ça n'a pas pu rentrer en France, mais d'après ce que j'ai entendu par une de nos invitées, ces gens, les gens qui sont vraiment... qui croient à ce que la publicité raconte, ils peuvent le capter par BBC intermédiaire. Sur Internet aussi. Sur Internet. Donc, voilà, je suis très heureuse de vous présenter nos deux invités aujourd'hui. Donc c'est Sophie Géhel. Sophie Géhel est sociologue, mais elle a beaucoup d'autres casquettes. Elle a fait aussi du droit, elle enseigne à Paris 8, à Saint-Denis, donc elle enseigne la communication, je crois. Et elle a fait un merveilleux ouvrage qui s'appelle « Parents ou médias, qui éduquent les préadolescents ». Et c'est basé sur une vraie enquête auprès de plus de 1000 enfants et à peu près 1000 parents. Donc, approfondie. Et puis, la toute jeune Héloïse Junier, qui est, elle, psychologue et clinicienne, et qui travaille dans les crèches. Dans les crèches, et, elle est aussi journaliste, elle travaille pour Sciences Humaines, je crois, Sciences Humaines et Éducation Magazine. Et Éducation Magazine, Bébé Info, Bébé Crèche, etc. Donc, voilà. Elle est plutôt spécialisée dans les consommateurs d'écran à partir de 3 ans. Non, jusqu'à 3 ans. De 0 à 3 ans, malheureusement, ça existe déjà. Et puis, Sophie Géhel, des adolescents jusqu'à 16 ans, je crois. Et aujourd'hui, enfin, en ce moment, elle s'occupe aussi des bébés. Elle va faire une enquête sur les bébés. Donc, vous avez affaire à des personnes qui sont très calées sur le sujet, parce qu'il faut le faire quand même, une étude comme ça sur 1000, en France, hein, sur 1000 adolescents et les parents. Moi, je trouve ça admirable. Donc, je voulais vous demander, Sophie, de nous présenter un peu les résultats de votre enquête et comment vous avez procédé aussi. D'accord. Merci, volontiers. Oui, alors, cette enquête, j'avais voulu la faire parce que, si vous voulez, j'ai découvert la question moi, des écrans et des enfants dans un contexte un peu particulier, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, où j'ai travaillé comme chargée de mission pendant un certain nombre d'années. Et au CSA, on avait mis en place des systèmes qui s'appellent des systèmes de classification, des petits pictogrammes. Et l'objectif de mon enquête, c'était de savoir si ces petits pictogrammes que vous connaissez tous, hein, 10, 12, 16, 18, s'ils avaient une utilité ou pas du côté des récepteurs, hein, dans les familles, pour les enfants et pour leurs parents. Et donc c'est pour ça que j'ai mené une enquête indépendante, hein, qui n'a été financée que par moi-même, où l'une des questions c'était ça, c'est de savoir quelle peut être la place que prennent ces petits signes chiffrés dans les usages des parents et des enfants. Donc ça c'était le point de départ. Et pour ça,
Donc j'ai fait une enquête assez approfondie, avec des questionnaires assez longs, qui montraient à la fois, enfin interrogeant à la fois les contenus que les enfants, donc les préadolescents, j'ai fait ça sur des classes de CM2 et de 6e, donc les programmes qu'ils connaissaient, mais aussi les jeux vidéo qu'ils connaissaient, mais aussi les sites internet qu'ils connaissaient, etc. Et j'ai pu recouper leurs connaissances donc, de cet environnement médiatique et les pratiques des parents, la conception, le type de médiation que les parents font autour des écrans. C'est-à-dire si l'enfant avait la télévision dans sa chambre ou pas. J'ai pu le croiser avec le fait de savoir si le parent considérait que ces fameux petits pictogrammes étaient importants ou pas, etc. Et le fait d'avoir pu croiser donc l'enquête des enfants et celle des parents m'a amené à des conclusions dont certaines ne sont pas révolutionnaires, mais qui sont quand même importantes à rappeler, à savoir que la consommation et le type de relation que les enfants, donc les préadolescents, donc les enfants de 9 à 12 ans, construisent avec les écrans, est elle-même construite par la relation que les parents ont avec les écrans. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui me paraissait très important, parce que à la fois je vous dis c'est pas révolutionnaire, on le sait, toute la sociologie des médias s'est construite là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas un effet direct de l'écran sur les personnes, mais que c'est le contexte social qui prime sur la relation que les personnes ont avec les contenus médiatiques. Donc dans ce sens-là, c'est pas révolutionnaire, mais c'était quand même très important de le réaffirmer, parce que vous avez un certain nombre de sociologues qui insistent, alors en travaillant plutôt à d'autres âges, en travaillant plutôt sur les adolescents, qui insistent sur le rôle des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des copains, au point qu'on finit par se demander s'il y a une transmission parentale, familiale, des repères éducatifs qui sont donnés par les parents. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un résultat qui était cohérent avec ce qu'on sait de façon générale sur la sociologie des médias, mais ce qui était très important pour rassurer les parents, rassurer les éducateurs aussi, sur le fait que, effectivement, selon le comportement des parents, selon les précautions qu'ils vont prendre, la culture médiatique des enfants ne va pas être la même. Donc il y a et c'est vraiment l'élément déterminant. Voilà. Par rapport, voilà, donc c'est rassurant. Bien sûr, il y a d'autres aspects dans mon enquête qui le sont moins, puisque quand je vous dis que ça dépend des parents, voilà, ensuite chez les parents, il y a des attitudes qui peuvent être diverses. Alors, par exemple, pour répondre à ma question de l'impact des petits pictogrammes, ça rentre dans la médiation parentale. Donc, si les parents considèrent qu'il faut faire attention à ces petits pictogrammes, moi j'ai vu qu'effectivement, la culture et la connaissance des programmes violents par les enfants ne va pas être la même. Je ne peux pas dire, évidemment, ça ne serait pas sérieux, de dire que parce qu'il y a des petits signes sur les écrans, les enfants ne vont pas regarder les programmes. Bien sûr, ça n'aurait aucun sens. Mais ce n'est pas ça qui se passe. C'est quand il y a des petits signes, les enfants savent que il va falloir discuter avec les parents. Et donc, pour certains, et ensuite on va voir que c'est quand même assez genré, donc c'est évidemment plutôt bien reçu, fortement reçu par les filles. Pour certains, quand ils voient des petits pictogrammes qui ne sont pas pour leur âge, eh bien, ils vont même pas essayer de demander aux parents, ils savent que ce n'est pas pour eux. Mais c'est parce qu'il y a les parents, ce n'est pas un effet de la télévision, c'est vraiment parce qu'ils savent que... bon. Et puis d'autres qui vont dire, on va essayer de négocier avec les parents. Donc il y a du dialogue, il y a des négociations. Et puis il y en a qui vont dire, moi ça m'est égal. C'est-à-dire, c'est pas je suis attirée par ces petits signes, c'est j'aime les programmes violents, mes parents aiment les programmes violents, donc je les regarde, il n'y a pas de problème. Et donc il y a une cohérence comme ça, qui est une cohérence d'abord éducative. Ça, c'était le premier... Oui, c'est un premier point. J'ai vu aussi que vous avez constaté des différences entre les sexes, entre les genres, oui, et selon le milieu social, oui, dans cette consommation des écrans. oui, oui, oui.
Alors les petites filles, bon, sur la question du genre, les petites filles ne sont pas élevées du tout de la même façon que les petits garçons. Donc tout le monde parle de parité, moi je suis assez d'accord, mais c'est pas ce qui se passe à la maison. Donc les petites filles sont élevées dans l'idée qu'il faut qu'elles se protègent, que ça va leur faire du mal, que ça, c'est-à-dire certains programmes qui ne sont pas pour leur âge, risquent de les mettre en difficulté. Donc elles intériorisent ce discours. Et elles vont se protéger. Donc les petites filles sont dans des mécanismes d'autoprotection, mais encore une fois, il ne faut pas imaginer que c'est les enfants qui s'interdisent, etc. C'est parce qu'il y a le discours des parents qui leur dit « pour toi c'est pas bien, tu sais bien que tu ne vas pas dormir après, etc. » Et donc il y a ça. Donc ça c'est par rapport au contenu violent. Ce qui est aussi frappant dans les différences, c'est évidemment les jeux vidéo qui sont offerts aux petites filles, aux petits garçons. C'est absolument pas les mêmes. Et là, au-delà de tout problème de violence, c'est affligeant la pauvreté des jeux qui sont proposés pour les filles. Parce que les filles, c'est le soin. Alors, il faut qu'elles s'occupent de leurs petits animaux. Il faut qu'elles... Enfin, je veux dire, mais c'est très... Pardon ? Faire des gâteaux. Voilà, elles vont faire des gâteaux. Alors, c'est gâteaux, c'est cuisine, c'est le soin... et c'est très enfermant parce qu'on aurait pu penser, voilà... comment dire, c'est très l'univers médiatique, en tout cas des jeux vidéo et des sites internet que fréquentent les petites filles est particulièrement pauvre. Et ça peut expliquer aussi qu'elles ne soient pas des grosses consommatrices de jeux vidéo. Hein. Vous avez un discours qui dit que tout le monde consomme ou joue aux jeux vidéo. C'est vrai et c'est faux en même temps. Les petits garçons, ils passent beaucoup plus de temps parce que les jeux auxquels ils jouent sont plus amusants. Et les petites filles, bon, bah, elles s'en détachent parce que bon, une fois que vous avez emmené... petit toutou faire sa promenade 3 fois sur la console, mais il y a un moment on se lasse, quoi. C'est beaucoup donc c'est les garçons qui sont le plus consommateurs de... Alors, les garçons sont plus consommateurs de jeux vidéo, honnêtement, et ils sont aussi beaucoup plus exposés à la violence. Donc ça, c'est le côté plus sombre. Ce que j'ai remarqué en croisant le genre et les milieux sociaux, c'est qu'évidemment, on a des attitudes parentales qui sont très différentes, alors particulièrement avec la télévision. Ça se retrouve aussi d'ailleurs par rapport au téléphone portable. Ce qu'on trouve sur la télévision, bon, c'est des choses qu'on sait sociologiquement, mais qu'on peut oublier parfois, c'est que la télévision est vraiment, en France, considérée comme un objet populaire. Ce qui veut dire que pour les milieux sociaux un peu favorisés, la télévision, c'est l'écran dont on va essayer de se distancier. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement absent, mais enfin, il va y avoir beaucoup de stratégies dont je soupçonne, même si je n'ai pas pu avoir les preuves absolues, beaucoup de stratégies éducatives qui sont mises en place, dont je soupçonne qu'une des raisons, c'est pour échapper à la télévision. Donc on va faire multitude d'activités à l'enfant, le sport, la danse, la musique, bref, même de façon excessive, enfin, c'est vous qui direz, mais pas la télévision. Dans les milieux populaires, donc plus d'exposition à la télévision, beaucoup plus de télévision dans la chambre. C'est aussi lié au fait qu'il y a plus d'enfants à la maison, donc l'écran il est partagé avec d'autres enfants, mais c'est aussi parce que il veut regarder des programmes différents, donc finalement on lui met la télévision dans la chambre, ça permet que chacun puisse voir ses programmes, etc. Et ça, le fait d'avoir la télévision dans la chambre, ça va augmenter les consommations très nettement, ça va évidemment rendre beaucoup plus compliqué pour les parents, même s'ils veulent faire attention aux programmes que les enfants regardent, évidemment c'est beaucoup plus compliqué parce que l'enfant va regarder plus, donc s'il regarde plus, il va regarder plus longtemps. Et à ce moment-là, l'autorité parentale est vraiment en concurrence avec l'autorité médiatique. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que, je vous disais, le résultat principal, c'est l'influence des parents, mais l'influence médiatique et celle des pairs, PAIRS, des copains, elles fonctionnent en écho. Et ce qui se constitue, alors c'était frappant puisque j'ai travaillé sur CM2 6e, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas énormément de différence en CM2, que les enfants soient dans des écoles ZEP ou non, pour ce qui est de leur culture médiatique. Enfin, il y a quelques différences, mais pas si importantes que ça. À partir de la 6e,
on va avoir une norme qui se constitue dans les 6e qui étaient appelés ZEP. Alors je ne sais plus trop où on en est maintenant avec cette appellation, mais disons donc dans les milieux d'éducation prioritaire. Zone d'éducation dans les milieux populaires. Donc ce qui se constitue à partir de la 6e, c'est que la culture des contenus violents, ou d'actions si vous voulez, mais d'actions violentes, vont être considérées comme une norme. C'est-à-dire qu'il faut les regarder. On ne peut pas y échapper. C'est une norme culturelle et les filles vont augmenter leur goût pour ces programmes-là. Alors que dans les 6e qui sont non ZEP, eh bien, c'est les garçons qui vont diminuer leur goût pour les programmes violents et qui vont se rapprocher des goûts des filles, si vous voulez, hein, des goûts plus grand public, si je puis dire. Hein. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la phase un peu sombre de l'enquête. C'est la mise en place d'une culture que j'appelle une culture de la violence à partir de la 6e, dans les ZEP. Alors, il faudrait évidemment poursuivre l'enquête, vérifier ce qui se passe dans les classes suivantes, mais et c'est une culture qui est cohérente, c'est-à-dire on aime les films violents, et on va voir les films d'horreur les plus violents, on aime en même temps les jeux vidéo violents, bien sûr, GTA, etc., et puis on écoute Skyrock, voilà. Mais de toute façon, les préadolescents dans l'ensemble écoutent beaucoup Skyrock, c'est la première radio qu'ils écoutent, donc déjà bon, ça peut poser certains problèmes à certains horaires. Je ne connais pas Skyrock, mais est-ce que c'est violent? C'est pas violent, mais on va dire que c'est une chaîne qui est quand même une radio qui est quand même assez transgressive. Voilà, au point de vue vocabulaire. Au point de vue du vocabulaire, au point de vue, oui, de la représentation de la sexualité, l'évocation de la sexualité. C'est très cru. C'est assez cru. Voilà, c'est une radio qui a eu pas mal de soucis avec, ou réciproquement avec le CSA, parce que... CSA, tout le monde sait ce que c'est, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voilà, qui a donc une écoute particulière sur les radios jeunes. Et donc voilà, ça se constitue de façon assez cohérente, au point que j'ai pu... et ce qui m'a frappé aussi, c'était une autre hypothèse qui est assez couramment, on pense, non sans raison, parce que chez les adultes ça peut provoquer cela, le fait d'être confronté à des programmes violents peut construire ou peut inciter à avoir peur du monde extérieur. Et donc... c'est des corrélations, si vous voulez, qui ont été observées notamment aux États-Unis par l'école de George Gardner. Enfin, il y a eu toute une étude sur le fait que être confronté à des images violentes à la télévision pouvait construire une représentation du monde méchant. Bon, le syndrome du monde méchant. Chez les enfants, ce que j'ai vu, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que je leur ai posé dans le questionnaire une question sur la peur. Est-ce qu'ils avaient peur dans la rue? Est-ce qu'ils avaient peur à la maison? Est-ce que, bon, sachant qu'à 9-12 ans, sans être psychologue, je trouvais ça normal qu'ils aient un peu peur. Ça me paraissait plutôt l'attitude normale d'avoir un peu peur dans la rue, par exemple. Les enfants qui sont amateurs de programmes violents, de films violents, de films d'horreur, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas peur. Et très fortement, ils n'ont jamais peur. Ils n'ont jamais peur ni dans la rue, ni... Bon. Autrement dit, le seuil de sensibilité baisse. Je pense qu'il faut l'interpréter comme ça. Ils deviennent insensibles. Et insensibles, ou le fait qu'il se construit une représentation du monde violent, mais un monde violent dans lequel eux aussi doivent être violents. Donc le fait de dire « je n'ai pas peur », moi je l'ai interprété comme un début d'apprentissage, on va dire, des codes guerriers des cités. J'exagère, mais si vous voulez, voilà, j'ai repris l'idée de Sauvadet, du capital guerrier, et j'y ai vu un début, une amorce d'une représentation voilà, d'une culture violente et aussi d'une insensibilité. Alors, ils jouent les caïds. Ils jouent les caïds, voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment violents, hein, mais c'est une intériorisation du rôle voilà, de caïd. Et ça se voit aussi dans la façon, parce que je leur avais demandé comment ils considéraient ceux qui n'aiment pas les programmes violents.
Et ce qui est frappant, c'est que dans les milieux, donc dans les 6e ZEP que j'ai pu interroger, eh bien, leur point de vue sur ceux qui n'aiment pas ces programmes, c'est vraiment du mépris, quoi. C'est vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est une forme de norme, c'est que c'est vraiment... Justement, cette notion de norme, moi ça m'interpelle, ça m'interroge. Comment se construit cette norme au point qu'on dit la violence est la norme. Comment ça? Alors, la violence qui passe par écran interposé. Voilà, c'est ça. Voilà. Je ne veux pas passer de l'idée. Moi, je les ai interrogés sur les contenus qu'ils aiment, leur culture médiatique. Je les ai pas interrogés sur la violence réelle, hein, sur leurs actions violentes, etc. Même si les enfants, j'ai fait aussi des entretiens qualitatifs et ils m'en ont beaucoup parlé quand même. Mais c'est une norme, en tout cas de goût, hein, c'est une norme de goût culturel. C'est-à-dire il faut aimer les films violents, il faut aimer parce que c'est la vraie vie, parce que donc ça donne... Si vous voulez, ce sont les mêmes enfants qui m'expliquaient que dans les jeux vidéo, si quand on se bat, il n'y a pas du vrai sang, donc si le sang est bleuté parce que ça permet aux jeux vidéo d'être classés de façon moins forte, hein, si le sang c'est bleu, ça a un effet, si vous voulez, de déréalisation qui fait que le jeu va être classé de façon moins élevée. Mais en revanche, les enfants disent oui, mais ça c'est rien, c'est nul, quoi, c'est pas vrai. Donc ils veulent. Donc c'est là où c'est un peu, si vous voulez, on voit que ce goût pour la violence, il est quand même très ambivalent, quoi. C'est pas seulement un goût pour des programmes violents, c'est quand même ça veut dire une excitation de la violence. Qu'ils aiment tout ce qui passe sur écran. Parce que comment se construit une norme comme ça? C'est insensé. De la même façon que vous dites dans votre livre que les mamans qui restent à la maison ont aussi cette norme de dire si je n'achète pas tout ça, tous ces écrans-là, le téléphone portable, le dernier écran, une télévision dans chaque chambre de mes enfants, je passe pour has-been, pour quelqu'un de ringard. Donc, autrement dit, les parents ont déjà cette norme, quand même, et très soumis à la... Je ne sais pas à quoi, d'ailleurs. Au commerce, en fait, à l'industrie, du commerce, à l'industrie. Oui, comme si cette industrie leur apportait le bien-être total. Oui, je pense que moi j'ai appelé ça une autorité médiatique, hein, c'est-à-dire le fait qu'il faut un certain niveau de capital culturel, pour parler comme les sociologues, pour parler comme Bourdieu, ou disons de niveau d'études, pour être plus clair. Il faut un certain niveau d'études pour arriver à dire à son enfant non, je te donnerai pas GTA parce que c'est pas pour ton âge, ou non, je ne mettrai pas la télévision dans ta chambre. Alors ensuite les parents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont pas forcément dire non, ils vont avoir des stratégies que j'ai appelé ça du bricolage, hein. Ils vont faire en sorte... c'est difficile aujourd'hui de s'opposer à des enfants parce que les enfants reçoivent le marketing, parce que les enfants entre eux construisent des normes, et donc pour les parents, voilà, ils vont pas toujours, rares sont les parents qui vont affronter directement leurs enfants sur ces questions-là. Mais en revanche, dans les milieux populaires, c'est vraiment, on n'y arrive pas, quoi. Et c'est dit par des mères, mais c'est surtout dit par des pères. C'est ça qui m'a le plus frappé. C'est des pères de ouvriers, on va dire, un milieu modeste, qui disent, on peut plus interdire à un enfant de regarder quelque chose, c'est ringard, voilà. Donc ça, c'est vraiment socialement très discriminant. C'est-à-dire que c'est vraiment... Tous les milieux sociaux ne réagissent pas comme ça, et certains vont interdire, peut-être excessivement aussi, mais en tout cas vont être sensibles parce qu'ils savent que derrière le discours des enfants, il y a le discours du marketing, et donc arrivent davantage à faire la part des choses. Oui, mais en même temps, ils doivent quand même s'apercevoir que les enfants passent énormément de temps qu'ils ne passent pas ailleurs, hein, devant ces écrans. Donc, les résultats scolaires doivent en pâtir tout de même. Hein. Et là, je ne vois pas comment ils ne peuvent pas ne pas faire la relation entre cause et effet. Alors moi, la corrélation, j'ai pu la mettre en évidence, alors même que j'ai demandé aux enfants eux-mêmes de me dire quel était leur niveau.
Donc bon, quand on demande aux enfants de dire s'ils sont bons, pas bons à l'école, on sait bien que les petits garçons vont s'auto-estimer de façon beaucoup plus positive que les filles déjà. Et ensuite, je n'ai pas vérifié derrière si ce qu'il me disait était vrai. Mais même, rien qu'avec ce déclaratif, j'ai vu qu'effectivement, selon les programmes qu'ils regardent, hein, selon qu'ils sont ou pas dans cette culture violente, selon l'ampleur de leur visionnage, le rapport à l'école, c'est pas seulement les résultats, mais aussi le fait d'aimer aller à l'école, leur relation à l'école est moins bonne. Je ne vais pas dire empathie, parce que ça voudrait dire que c'est lié seulement à cet effet-là, mais en tout cas, elle est moins bonne. La corrélation, c'est ça. Alors, est-ce que les parents s'en rendent compte? Les parents, ils ont une inquiétude sur le temps passé, mais ils ont surtout une inquiétude sur les contenus hein, qui sont regardés. Ils n'ont pas une inquiétude si grande que ça sur le temps passé, mais en même temps, les parents vont, pour la plupart, poser quelques limites. Alors, ce qui m'a frappé aussi beaucoup, la plupart des parents, je veux dire, c'est de l'ordre de 70% des enfants qui disent « il y a un moment dans la journée où je sais que je n'ai pas le droit de regarder la télévision ». Quand il y a cette barrière-là qui est posée, cette limite qui est posée à un moment de la journée, ça a des effets très nets sur le rapport qu'ils ont, enfin la culture médiatique qu'ils vont avoir, les programmes qu'ils vont regarder, etc. Rien que le fait de dire une fois par semaine j'ai pas le droit ou je ne regarde pas tous les jours. Parce que ça veut dire qu'il y a une distance qui est mise à un moment donné, et en fait cette distance, elle se retrouve ensuite, hein, il y a ensuite un choix des parents, plus ou moins, en tout cas une attention portée aussi sur les contenus. Tandis que quand il n'y a pas cette barrière-là, c'est que la télé est allumée en permanence, il y a des enfants qui s'endorment aussi avec la télévision, etc. Donc ensuite, ensuite c'est compliqué parce que ce que souvent certains psychologues peuvent dire, c'est qu'il faut dialoguer avec les enfants sur les images, etc. Mais là aussi, selon l'aptitude que chaque parent a, parler sur les images, c'est pas du tout évident. Parler des émotions que suscitent les images, c'est pas du tout facile. Et là aussi, vous avez le rapport aux images, on va dire, est beaucoup plus naturalisé dans les milieux populaires. C'est-à-dire, on dit, mais on va pas empêcher, par exemple, une des discussions que j'ai pu avoir avec des petites filles, des préadolescentes, c'était est-ce que les parents les empêchaient de regarder ou non certaines images du journal télé? Et certaines me disaient, bah, maman veut pas que je voie des images de sang, mais papa veut, parce que c'est la vraie vie, il faut bien qu'un jour je m'occupe de mes enfants, il faut bien qu'un jour je les soigne, donc il faut que je puisse voir du sang. Donc il y a des justifications qui peuvent être données comme ça. Alors soit les petites filles, c'est très souvent, c'est vraiment symptomatique, c'est plutôt du côté de l'explication thérapeutique. C'est-à-dire elles savent que leur rôle c'est d'être dans le soin, c'est pas l'excitation de la violence, c'est pas du tout la même chose. Et puis les petits garçons, c'est davantage le fait de dire mais bon, papa m'a expliqué, dans les jeux il y a plein de morts, mais mon père m'a expliqué c'est rien du tout, bon, donc c'est rien du tout. Ou bien, dans les jeux, c'est rien du tout, donc on peut avoir beaucoup d'images de violence. Et dans la vraie vie, c'est la vraie vie, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée que l'image, c'est quelque chose qui est cadré, qu'il y a un choix derrière, un choix éditorial, qu'on ne regarde pas. Voilà. Tous ces filtres-là, si vous voulez, sont invisibles hein, pour un certain nombre de parents. Et effectivement, il y a peu de lieux aussi où on leur en parle. Ouais. Oui, il y a des études sur l'addiction et il y a les études sur le déficit de concentration. Qu'en dites-vous? Est-ce que les parents sont conscients même de ça? Ben, si vous voulez, c'est compliqué. Je pense que les parents sont conscients un peu. Par exemple, et c'est surtout les petites filles qui m'en ont parlé. Hein. Les petites filles sont quand même très encadrées, même dans les milieux populaires. Elles sont très encadrées par les mamans, qui travaillent moins d'ailleurs que dans les milieux favorisés. Et elles ont l'idée qu'il faut faire attention, qu'il faut faire le travail. Donc il y a un petit peu de, comment dire, il y a quand même des moments
où on n'a pas le droit d'aller sur Internet. Alors à l'époque de mon enquête, c'était pas Facebook, c'était MSN. Franchement, ça changeait pas grand-chose dans les pratiques. C'était des pratiques aussi très intensives, où il y avait des blogs, hein, et j'ai 25% de l'échantillon qui avait un blog, et donc avec les mêmes problèmes, les mêmes problématiques que Facebook, quant à l'exposition de soi, etc. Et les parents essaient de gérer quand même un petit peu les temps. Je sais que je peux aller sur MSN qu'après avoir fait mes devoirs, etc. Ce qui les aidait à l'époque où j'ai fait mon enquête, c'est qu'il n'y avait pas, les smartphones étaient moins répandus, et l'Internet n'était pas dans la poche des enfants. Alors ça, c'est quelque chose, voilà. Donc d'un côté, si vous voulez, moi, je pense que ce que j'ai pu trouver dans l'enquête, les éléments positifs, pourraient s'appliquer à Internet. C'est-à-dire si les parents pouvaient avoir sur Internet des balises, même simplistes, comme les 10, 12... 16, 18, ben ça serait très aidant pour eux, parce qu'ils pourraient dire aux enfants, voilà, tu vas pas sur ce site, parce que, et les parents seraient rassurés, et les parents sont demandeurs, hein, d'éléments sur Internet, et puis d'une explication aussi sur la signalétique télévisuelle, ils voudraient mieux comprendre. Mais bon, ça se fait pas, et du coup, ce qui se passe sur Internet, c'est que, à part cette gestion du temps qui est un peu présente, enfin que j'ai trouvé quand même assez présente dans les entretiens, les enfants sont très seuls, parce que les parents vont leur dire « tu fais attention, tu vas pas… » La phrase qui revenait tout le temps dans les entretiens, « tu fais attention, tu vas pas sur les sites pas bien ». Voilà ce que disent les parents. Tu vas pas… Alors ce qui veut dire que s'il va sur un site pas bien, c'est qu'il a fait une faute. Alors que le problème, c'est que si les parents vont sur des sites, entre guillemets, pour adultes, les cookies vont s'ouvrir devant l'enfant, et donc il va être surexposé par les pratiques des parents, d'une part, et d'autre part, la curiosité des enfants peut les amener sur des sites dont ils ne savaient pas, qui n'étaient pas bien. Et donc, moi j'ai appelé ça l'espèce de développement de la pensée magique, parce que les enfants construisent des stratégies complètement assez irrationnelles, mais avec les moyens du bord, pour éviter d'aller sur ces sites pas bien. Donc il me disait, je fais très attention à l'orthographe. Alors moi qui ai essayé de lire, c'était vraiment extrêmement compliqué de lire les questionnaires, parce que justement leur orthographe est quand même approximative. Voilà. Donc voilà. Donc du coup je vois mal comment leur connaissance de l'orthographe peut les sauver des sites entre guillemets pas bien. D'autant plus que c'est pas un problème d'orthographe, voilà, c'est pas un problème d'orthographe, et c'est un problème de non-régulation de l'Internet, de faiblesse des pouvoirs publics, particulièrement en France. Hein. C'est des choix qui ont été faits d'être complètement en retrait, de laisser faire. Et du coup, on a des parents qui... voilà, autant... Même s'il y a des failles, et si ces failles sont importantes à la télévision, on voit qu'il y a quand même eu des outils qui ont été utiles aux parents. Autant sur Internet, voilà, ils sont très très démunis, et donc toute la responsabilité est renvoyée sur les enfants qui sont censés. Alors comme en plus vous avez un certain nombre de spécialistes, d'experts, sociologues, autres, qui vont dire mais les enfants maîtrisent mieux. Bon, aujourd'hui on a aussi beaucoup d'études qui montrent que ce n'est pas vrai. Mais si vous voulez, il y a quand même un discours dominant comme quoi les enfants seraient des digital natives, comme ils sont élevés avec Internet, ils auraient compris le fonctionnement de l'Internet. De même que les parents, c'est pas parce qu'ils sont nés avec la télévision qu'ils ont compris le fonctionnement de la télévision. De la même façon, les enfants ne comprennent pas... voilà, ils n'ont pas d'appréhension, donc ils vont aller sur Internet, ça c'est sûr. Ils savent comment ça fonctionne, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, ce qui les attend. Je vous cite là, vous vous êtes inspiré d'études, des livres de Philippe Mérieux, et lui il dit que le temps de concentration est divisé par 3 depuis 1930. C'est énorme, hein? C'est une petite étude qu'il a faite, effectivement. Là-dessus, si vous voulez, je pense qu'en plus l'attaque la plus frontale par rapport au problème de concentration me semble venir de l'Internet aujourd'hui. Hein, je veux dire, il y a eu aussi d'autres écrits, Nicolas, qui ont été notamment
repris dans le livre de Nicolas Carr sur Internet. Mais, Internet rend-il bête, n'est-ce oui, pas? Oui, qui est un livre de journaliste qui fait un point sur toutes un certain nombre d'études à propos de la lecture, de la lecture notamment sur Internet, et des difficultés que rencontre notre cerveau quand il lit sur Internet, ou dès qu'il y a des liens hypertextes. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, ces problèmes de concentration sont encore plus grands. Philippe Mérieux reliait ça à la télécommande. Alors, moi, je pourrais dire un élément de mon enquête qui va dans ce sens-là, qui m'a beaucoup frappée. C'est que les enfants qui regardent le plus la télévision sont ceux qui avaient le plus grand mal à me citer des programmes qu'ils avaient vus. Je leur demandais de me citer le nom de programmes qu'ils avaient vus à peu près en entier. Donc, et ces enfants-là, plus ils avaient consommé de télévision, moins ils arrivaient à me donner de titres. En revanche, quand je leur ai demandé de me citer des titres violents, ils m'en ont cité plus que les autres. Donc c'est là où la concentration, c'est là où je vois un défaut de concentration, déjà rien que par rapport à la télévision. C'est-à-dire ils regardent, ils ne savent pas ce que c'est, parce que c'est du zapping, hein, simplement. Ils regardent, puis ils regardent autre chose, puis bon, donc c'est un chewing-gum visuel. Et donc à l'école, évidemment, c'est compliqué, parce que c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes valeurs, ça paraît plus ennuyeux aussi, ça défile moins vite. Au fort de cette grande enquête, très instructive, avez-vous une idée comment on peut construire des contre-pouvoirs? Parce qu'il y a des dangers quand même assez évidents. Oui, sans tomber dans trop de militantisme, c'est pas la question, mais simplement prévenir les dangers et éclairer les parents sur les problèmes. Non, moi je crois beaucoup aux liens, c'est aussi pour ça que j'ai répondu favorablement à votre invitation. Moi je crois beaucoup aux liens entre la société civile, les associations et les chercheurs, je pense que c'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est dérégulé, c'est-à-dire que nous avons vécu à peu près, en tout cas les plus âgés d'entre nous, nous avons vécu dans un monde dans lequel les pouvoirs publics avaient instauré un certain nombre de normes que les médias devaient respecter. Alors ces normes ont été parfois excessives, nous sommes d'accord, hein, la censure, je n'ai pas de regret par rapport au niveau de censure des années 60 ou 70, mais il n'empêche que par rapport aux chaînes de télévision, les pouvoirs publics leur ont imposé quand même un certain nombre de règles, et le CSA ensuite a des pouvoirs de négociation par rapport à eux. Aujourd'hui avec Internet, ce qui s'est passé, c'est un abaissement complet du niveau de régulation. Et ça a été, si vous voulez, c'est un cadre qui est un cadre européen, qui n'empêchait absolument pas la France de faire mieux que ce cadre-là. La France n'a pas fait mieux que le cadre, donc on a sur YouTube absolument n'importe quoi. YouTube, c'est quand même la première activité des enfants sur Internet. C'est la dérégulation complète. Et donc, face à ça, je pense que oui, il est important de construire des contre-pouvoirs qui doivent se faire Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, le rôle de l'État et des pouvoirs publics a changé par rapport aux années 80 et avant. C'est-à-dire aujourd'hui, les pouvoirs publics ont besoin d'être sollicités par la société civile, poussés, si vous voulez, par la société civile, pour défendre un certain nombre de droits. Parce qu'on est dans un contexte politique dans lequel ils ne sont plus considérés tout à fait comme devant assurer l'intérêt général. Ils sont là pour toutes les règles, si vous voulez, toutes les règles qui sont imposées aux médias, Internet, etc., doivent surtout ne pas trop gêner la croissance économique, ne pas trop gêner, perturber les activités des acteurs, des opérateurs économiques. Donc, tous les opérateurs, si je puis dire, éducatifs, doivent se mobiliser pour faire entendre une voix qui soit un peu différente. Parce que moi, je ne crois pas à l'opposition en plus entre croissance et éducation. Je pense que, oui, à court terme, la dérégulation peut engendrer des formes de croissance, mais qui sont très précaires. Je veux dire, c'est tout à fait irresponsable. Donc je pense qu'il y a un rôle important de la société civile. Moi, je conseille régulièrement le collectif d'associations Enjeux immédiats,
qui regroupe la Ligue de l'enseignement et les associations d'éducation populaire, les CMEA, la FCPE, etc. Donc je pense qu'il faut, voilà, aujourd'hui, les associations, les collectifs d'associations doivent se mobiliser. En France, c'est encore un peu faible hein, par rapport à ces questions. C'est faible parce que longtemps, c'était l'État qui s'en occupait. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et l'État l'État est démissionnaire, hein, parce que là, on voit sur la table des livres le rapport de l'Académie des sciences. Vous pouvez en dire un mot, parce que, bon, c'est une étiquette très, on dirait, fiable. L'Académie des sciences, moi, ça m'impressionne. Hein. Donc, voilà, quel est le contenu de ce livre? Le contenu qui pose problème dans ce livre, c'est un livre qui est donc paru en janvier 2013, qui a été très médiatisé, oui. Dans le sens, donc je parlerai autant de la médiatisation que du contenu du rapport lui-même, qui a été très médiatisé dans le sens de dire, dans les médias, il y a des... c'est donc un rapport qui est centré sur les liens entre les jeunes et les écrans. Et le rapport a été médiatisé pour dire qu'il y avait certains médias qui pouvaient poser problème aux enfants, au développement de l'enfant, notamment la télévision. Donc la télévision est assez critiquée dans le rapport. En revanche, il y aurait des médias qui seraient bons pour les enfants, et notamment les tablettes. Et c'est ce contenu-là qui m'a posé problème, parce que je ne vois vraiment pas ce qu'un enfant de moins de 3 ans peut avoir à faire avec une tablette. D'ailleurs, on sait qu'il y a déjà il peut y avoir déjà des phénomènes d'addiction par rapport aux tablettes, mais sans aller jusqu'à des phénomènes excessifs, si vous voulez. Ce qu'on sait, c'est que l'enfant n'a pas besoin d'écran jusqu'à 3 ans. Il a besoin de mobilité, il a besoin de motricité, il a besoin, vous en parlez mieux que moi, il a besoin de toucher des objets concrets, il a besoin de mobilité. C'est ça qui va lui permettre de développer son cerveau. Et il ne faut surtout pas qu'il reste statique. Donc tout ce qui peut, scotcher un enfant sur un écran est mauvais, voilà, au moins jusqu'à 3 ans. Et ensuite, voilà. Donc ce rapport, ce qui m'a beaucoup gênée, c'est qu'il a fait la publicité pour les tablettes en disant que certaines applications de ces tablettes pouvaient avoir des impacts positifs pour les enfants petits. Et je pense que c'est extrêmement contestable. Et ce qui m'a gênée aussi, c'est que toute parole qui pouvait contester ce rapport, toute parole, fût-elle scientifique, qui pouvait contester ce rapport, a été très marginalisée. Et c'est là où on voit la difficulté de construire des contre-pouvoirs, d'utiliser les médias pour critiquer les médias dans leurs excès. C'est pas, moi, je suis pas anti-média, je suis hyper connectée, j'ai besoin, en tant que chercheur, j'ai besoin d'utiliser Internet tous les jours. Mais bon, on essaie de maîtriser hein, les outils. Le tout, effectivement, dans la maîtrise et comment on aborde cet outil. Et favoriser les tablettes, parce qu'aujourd'hui, c'est un marché juteux, ça me paraît problématique de cibler les enfants, surtout dans un pays comme la France, où au contraire, il y a une résistance, je dirais, quasi naturelle des parents, quand même. On est quand même un des pays qui, à la différence d'autres pays, notamment comme l'Angleterre, la télévision n'est pas allumée dans tous les milieux, en tout cas, du matin au soir. Et donc on est plutôt un pays qui fait attention à ce qui se passe pour les petits-enfants. On a des crèches, on a des lieux, on sait que c'est un moment important de l'éducation. Et donc, toute cette publicité en faveur des tablettes pour les enfants de 2 ans me pose vraiment problème. Et voilà, donc vous avez dit crèche, et donc je me tourne vers Héloïse Junier. Vous pouvez peut-être nous parler... à propos de ça. Le moment du repas. Est-ce que les enfants regardent la télé à table ou est-ce que ça vous l'avez abordé dans votre questionnaire? Écoutez, j'ai demandé s'il y avait un moment où ils ne regardaient pas la télévision. Donc parfois c'est le matin, parfois c'est au moment du repas, effectivement. Je pense que c'est surtout le repas du soir qui est un moment
Enfin, je sais pas. Oui, le moment du repas fait partie des moments qui peuvent être préservés par certaines familles. Ensuite, voilà, je dirais certaines familles parce que il y a aussi l'habitude qui est prise aussi dans beaucoup de familles de regarder la télévision. Donc, on ne regarde pas le programme de l'enfant, mais on expose quand même les enfants. Donc on vient au bébé avec Héloïse Junier. Vous travaillez en tant que psychologue et consultante dans les ZEP, on peut dire, Marne-la-Vallée, je crois. Garges-les-Gonesse. Et Garges-les-Gonesse surtout, et à Montreuil aussi. Également. Et à Nogent-sur-Marne, donc encore une autre... Donc, quelle est votre expérience avec les parents et avec les enfants? En fonction du milieu social, en fonction de manière générale? Votre expérience. D'accord. Donc je travaille dans des crèches de différents milieux, de différents départements, donc 4 crèches différentes. Donc c'est les crèches privées, c'est encore différent que les crèches publiques. Et il est vrai qu'au cours de mes entretiens cliniques avec les parents, parce que les parents me consultent régulièrement en crèche, quand ils ont le courage d'aller voir la psychologue, c'est pas toujours évident pour eux d'aller solliciter une psychologue. Quand ils ont des difficultés, généralement au cours de ces entretiens, j'aborde systématiquement la question des écrans, parce que je la sais très préoccupante et très présente dans la vie des très jeunes enfants. Donc là, je cible les enfants de 0 à 3 ans, spécifiquement de 3 mois à 3 ans. Avant qu'ils entrent en maternelle, après c'est la maternelle et je ne les vois plus. Donc cette question est vraiment très récurrente, je l'aborde systématiquement et c'est vrai que très souvent les parents me confient, après ça dépend du milieu, les milieux plus populaires n'ont pas la même réaction que les milieux un peu plus privilégiés, me confient exposer leurs enfants devant les écrans, donc tout écran confondu, que ce soit les tablettes, que ce soit internet, que ce soit la télévision, ça peut aller d'une demi-heure par jour, mais c'est pas beaucoup, à 2-3 heures par jour pour un enfant de 10, 12, 18 mois. Encore récemment, j'avais un papa d'un milieu assez populaire qui avait des difficultés d'ailleurs à s'exprimer en français. Je posais la question de l'écran et il me disait le grand frère, donc le grand frère avait 17 mois, je me souviens encore, restait 3 heures devant les écrans. C'est souvent le soir, parce que le soir il y a plus de temps, en fait, entre le repas et le moment du coucher, les parents ont plus de temps de mettre les enfants devant la télévision. C'est un peu débordé en fait, tout simplement, ils rentrent du travail donc c'est leurs occupations à faire. Le matin c'est plus rapide, généralement le rythme est beaucoup plus soutenu avec un jeune enfant le matin, le temps de l'habiller, tout ça, il se passe déjà une demi-heure, parce qu'il y a ces phénomènes d'opposition aussi qui sont propres à l'âge de 2 ans par exemple. Donc c'est plus le soir où les enfants sont exposés aux écrans, mais ça peut avoir des effets, ça peut être très très long en termes d'exposition, en termes de temps d'exposition. Et donc ce petit garçon de 17 mois avait une petite sœur de 6-7 mois dans la pièce, et le papa me disait oui mais en fait la petite on s'en occupe pas trop et elle reste dans la pièce. Alors il pensait en fait que l'enfant n'allait pas s'intéresser au contenu de l'écran, il se disait à son âge on ne s'intéresse pas à ça, de toute façon elle a d'autres intérêts, mais c'est juste qu'elle est attirée en fait par le contenu de l'écran qui est toute cette lumière, toutes ces couleurs, tous ces mouvements. En plus un écran qui n'est pas forcément adressé à l'enfant. Donc même s'il n'est pas forcément intéressé par le contenu, c'est pas forcément le contenu qui pose souci avec les jeunes enfants, c'est aussi le contenant, c'est-à-dire le média lui-même, l'écran lui-même, ce qui peut provoquer chez l'enfant. Et donc c'est très préoccupant. En revanche, dans les milieux plus privilégiés, donc je pose même systématiquement toujours la question, les résultats ne sont pas forcément plus sereins et plus réconfortants. Puisque encore hier, j'ai une maman qui me disait, mais il y avait un sentiment de culpabilité qui n'est pas forcément présent chez les milieux populaires. C'est-à-dire que la maman elle savait que c'était pas forcément bon pour son enfant. Elle me disait comme ça, elle disait c'est vrai que j'avoue, 2 heures par jour, sa petite fille avait 15 mois, et en même temps j'ai pas le choix, elle m'expliquait, elle me disait voilà, ça fait un peu office de nounou, moi j'ai pas le choix, je rentre le soir, j'ai beaucoup de travail, monsieur rentre encore plus tard que moi, et je m'occupe encore des 3 grands, j'ai pas vraiment beaucoup de temps à disposition. Donc là il y avait un sentiment de culpabilité qui s'accompagnait de cette déclaration. On sentait qu'elle avait du mal quand même à m'en parler, peur d'être jugée, peur d'être évaluée sans doute. Alors que dans les milieux un peu plus populaires, si on retourne sur cette distinction des milieux, ils n'ont pas forcément conscience en fait de la portée des écrans sur leur enfant. Le papa en question dont je vous parlais à l'instant me disait justement qu'il pensait que c'était bon pour son enfant, que c'était une source d'éveil pour lui, au même titre qu'un livre, au même titre que le chant d'un oiseau qui passait. Donc là, je pense qu'il y a une vraie désinformation
des familles, et c'est très grave parce qu'on perd beaucoup de temps, et ces enfants-là, justement, c'est vraiment un âge, comme disait Sophie, où c'est un âge qui est très important en termes de relations, en termes d'expérimentation. Ils ont besoin d'être dans la vraie vie, d'être dans le réel. Ils ont besoin, quand ils portent une girafe en bois, de la porter vraiment, de sentir le poids en fait, et pas seulement une tablette parce qu'en fait toutes les girafes, qu'elles soient des girafes, que ce soit des pingouins, que ce soit des ours, c'est vraiment des animaux un peu clés de cet âge-là, auront tous le même poids. Voilà, donc c'est vraiment important que l'enfant soit en contact avec la vraie vie, avec le réel, avec les parents. Enfin, vraiment les apprentissages se créent par l'interaction. Ce qui n'est plus rendu possible quand l'enfant est absorbé par un écran, que ce soit une télévision, que ce soit Internet ou que ce soit une tablette. Et aussi, dernier point qui est très important par rapport à cet avis de l'Académie des sciences, quelque chose qui m'a complètement révoltée, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis là aujourd'hui et que je continue un peu cette information auprès des familles. C'est une phrase, je vais vous la citer parce que je l'ai recopiée tellement elle m'a marquée, sur le jeune enfant. Donc, une citation de cet ouvrage. Donc, je cite entre guillemets les auteurs. Donc, du point de vue postural, dès 6 mois, le bébé est capable de se tenir assis seul ou un peu aidé devant une tablette. Quelque chose qui m'a beaucoup émue. Pour 2 raisons. Première raison, on n'assoit pas un enfant qui ne sait pas s'asseoir. Ça, c'est une règle d'art dans la petite enfance. Pourquoi ? Parce qu'un enfant a besoin d'acquérir spontanément ses positions musculaires, sans quoi il court-circuite en fait un peu son développement, donc on n'assoit jamais un enfant qui ne sait pas s'asseoir. C'est une première règle. Deuxième règle, on sent bien que là l'enfant un peu est soumis à des stimulations qu'il n'a pas forcément demandées. C'est-à-dire qu'on met un enfant, physiquement c'est très simple, devant une tablette, il est derrière un coussin donc il est un peu bloqué, forcément son regard va être happé par la tablette, c'est juste 100% naturel. Donc c'est complètement, ça va complètement à l'encontre en fait, de toutes ces théories qu'on peut développer autour de la petite enfance, autour des apprentissages qui sont précoces. Voilà, donc une phrase un peu clé qui résume cette dynamique intellectuelle et culturelle de cet ouvrage. De l'Académie des sciences. Vous m'aviez raconté aussi une histoire qui m'a choquée, parce qu'il y a une dame, en tout cas une mère, qui dans la crèche vous a dit vous savez, je mets mon enfant, mon bébé, devant la télévision pour qu'il s'endorme, devant des dessins animés. Et elle s'étonnait que l'enfant, le bébé, soit excité, n'arrivait pas à dormir après. Oui, tout à fait. Alors ça, je veux dire, que faites-vous dans ce cas-là ? C'est une maman qui est venue, c'est pas forcément qu'elle s'endort, mais c'est une maman qui vient me voir et elle me dit, voilà, mon gros problème, moi, c'est l'endormissement. Mon enfant met beaucoup de temps à s'endormir, il ne veut pas aller dormir, c'est très compliqué le soir pour l'endormissement. Alors je lui demande un petit peu comment ça se passe le soir, à quelle heure il mange, quel est son rythme de sommeil, est-ce qu'il est bien cyclé, comment ça se passe avec le papa, qui l'endort, les rituels. Et forcément j'aborde cette question fatidique des écrans qui m'est si familière. Cette maman me dit, bon c'est vrai qu'après le repas, comme je disais tout à l'heure, voilà, il fait 2 à 3 heures de télévision le soir. Et il se couche vers 22h30. Un petit garçon de 2 ans et demi. C'est tout frais d'il y a quelques jours. Donc, la maman n'a pas fait la relation de cause à effet entre cause à effet possible, on ne sait pas trop, c'est un effet direct ou indirect, entre la consommation abusive, on peut dire qu'elle est abusive quand même de l'écran le soir, et les difficultés d'endormissement de son enfant. Donc, il y a vraiment une vraie désinformation par rapport à ce média-là. Et sinon, au point de vue contre-pouvoir, quelle est votre vision ? Alors, contre-pouvoir, ils sont très faibles. Ils sont très faibles et je me sens très limitée. C'est qu'on est très peu en fait, de praticiens déjà à être bien au même de cette problématique et d'être au courant des tenants et aboutissants. Moi, j'ai beaucoup de consoeurs psychologues sur le terrain, que ce soit en crèche, que ce soit dans tous les milieux et tous les âges de la vie, qui ne sont pas forcément au courant et qui visent plus les aspects un peu affectifs des écrans plutôt que les aspects tout simplement sensoriels qu'ils peuvent provoquer par rapport aux enfants. Et donc, les contre-pouvoirs, à mon niveau, du moins, j'essaie toujours avec les parents déjà de les informer, que ce soit au niveau des entretiens, des consultations. Je crée aussi régulièrement des affichages dans les crèches. J'essaie toujours d'afficher les informations. Après, ça dépend des milieux. Je sais forcément qu'il y a même des personnes qui ne vont pas forcément lire, donc c'est plus visuel. Vraiment créer un message un peu impactant. Donc, par exemple, pas d'écran avant 3 ans, c'est un message qui m'est très familier également, que j'essaie de divulguer, de répéter vraiment aux parents. Après, les pouvoirs sont très limités. Après, dans ma pratique de journaliste aussi, j'essaye toujours d'aborder cette problématique dans mes articles. J'ai écrit une enquête pour le magazine qui s'appelle Le Cercle Psy il y a à peu près 1 an, oui, du groupe Sciences Humaines.
Donc un magazine de psychologie qui est très, qui est très sérieux, il y a beaucoup de spécialistes à la rédaction. Et c'était une enquête qui s'appelait La course au bébé Einstein. Parce que justement, je voulais un petit peu une image un peu satirique et ironique de cette course à la surstimulation du tout petit, hein, que beaucoup de parents... à laquelle beaucoup de parents s'adonnent actuellement, c'est-à-dire vraiment éveiller son enfant le plus tôt possible. Dans le sens de muscler le cerveau. Dans le sens de muscler le cerveau, exactement. Et donc j'abordais la question des écrans, et c'est là que j'ai pu aussi interviewer des amis, des collègues qui nous sont communs avec Sophie, type Bruno Harley, ou alors de la même souche que Michel Dimurger, qui a écrit un livre sur la TV, lobotomie justement. Et c'est par ces moyens-là que j'ai à disposition, donc à travers la presse, que j'utilise vraiment beaucoup, et la crèche donc, auprès des parents, vraiment cet aspect un peu clinique, que j'essaie d'équilibrer, on va dire, ce pouvoir industriel qui s'opère par ailleurs. Donc très difficile, ils sont très puissants. On le sait, ils ont des lobbies, même auprès de l'État. Voilà, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Sinon... Moi, je me posais une partie du bébé de 6 mois, donc quand même dans un coussin, il est forcément obligé de regarder l'écran, la tablette. Moi, mon petit, à 6 mois, je me dis sur moi, je lui montrais un livre, et j'avais l'impression que ça m'intéressait au livre. Est-ce que c'est pas la même chose en fait? Est-ce que c'est pas le même impact sur l'enfant? Est-ce qu'on ne le soumet pas aussi Par rapport à un livre, vous voulez dire? que... Alors, un livre, en fait, ne va pas attirer l'attention de votre enfant de la même manière. C'est-à-dire que pour poser son attention sur un livre, ça fait appel à l'attention qu'on appelle volontaire de l'enfant. C'est-à-dire que lui-même va choisir de poser l'attention sur le livre, même s'il est à proximité de lui. C'est pas le livre qui va appeler son attention. Imaginons que vous êtes dans une pièce, il y a une source lumineuse qui scintille juste à côté de moi. Forcément, votre regard va être happé par cette source lumineuse. Et vous allez perdre l'attention sur moi. Et après, cette source lumineuse s'arrête, vous allez choisir vous-même d'accorder votre attention soit à cette partie de la pièce, soit à moi-même. L'enfant, il n'est pas contraint d'accorder son attention au livre, même s'il est à proximité. Ce qu'il le fait, c'est qu'il y a un intérêt. Mais si en revanche, vous mettez une tablette à côté du livre, vous êtes sûr que la concurrence est rude pour le livre et que l'attention de l'enfant décroît pour le livre. Après, c'est au contraire une très belle démarche de pouvoir lire un livre avec son enfant. En plus, c'est une interaction avec sa maman, c'est toujours très précieux. Est-ce qu'il existe une sensibilisation du personnel de crèche à cette problématique, ou dans la communication, ou dans les échanges qu'il peut y avoir avec les familles? Parce que là, du coup, c'est le privilégié du passage du message. Quand même. Ah oui, c'est à la base. Diplomatie, bien sûr, mais enfin, là, on peut toucher tous les gens. Idéalement. Je ne sais pas si c'est le cas. Justement, non, pas du tout. En fait, les professionnels de crèche sont très peu au courant de cette problématique. Elles sont très peu sensibilisées, elles sont très peu concernées également. Parce qu'elles-mêmes consomment aussi les écrans, et en fait, elles ont les mêmes idées reçues que les parents en termes d'écran. Donc elles sont très peu sensibilisées, et alors après, c'est vraiment au compte-gouttes, en fait. Moi, au rythme des réunions d'analyse que j'anime en tant que psychologue en crèche, effectivement, à chaque fois, je sensibilise et je mets à leur disposition des classeurs dans lesquels il y a beaucoup d'articles, beaucoup de revues qui traitent, et d'ouvrages surtout, qui traitent de la problématique. Mais c'est toujours au compte-gouttes. C'est un travail de fourmi. Si je peux rebondir là-dessus, c'était donc en 2008. Donc en 2007, il y a eu des chaînes, tout d'un coup, l'arrivée en France de 2 chaînes pour bébés, entre guillemets, Baby First et Baby TV. Et bon, c'est vrai, vous faisiez allusion tout à l'heure aux prises de position de Stigler et Tisserand, mais moi j'avais participé à la prise de position d'un collectif d'associations dont je vous ai parlé, le SIEM, et c'est le SIEM qui a contacté le ministère de la Santé, qui a contacté aussi le CSA et qui leur a demandé de se positionner. Et on a eu quelque chose qui est, alors on parle de contre-pouvoir, pour moi c'est un bon exemple de contre-pouvoir, parce qu'il y a des lieux, contrairement à ce qu'on croit, il y a quand même des lieux d'interpellation possible des pouvoirs publics et des médias. Simplement, il faut s'en saisir, il faut arriver à se faire entendre, etc. Là, cette fois-là, ça a marché. Donc, en 2008, il y a eu une déclaration qui a été faite, une recommandation du ministère de la Santé qui a été faite, disant que, d'une part, la télévision était vraiment un média totalement inadapté avant 3 ans, et expliquant un petit peu pourquoi, et disant que le ministère de la Santé allait sensibiliser les personnels et allait lancer des recherches.
Il n'y a jamais eu la moindre, enfin à ma connaissance, je souhaiterais être démentie, mais il n'y a jamais eu de suite à cette déclaration. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même un consensus assez fort du côté des experts qui ont été interrogés, spécialistes de la petite enfance, soit en psychologie, psychiatrie ou éducateurs. Le CSA, à la suite de ça, a pris une décision. Il a demandé à ce que, il ne peut pas intervenir, il ne pouvait pas intervenir sur Baby TV, Baby First, il n'y a pas besoin d'un équipement particulier pour les avoir, tout le monde les reçoit, ces chaînes-là, mais simplement parce qu'elles sont autorisées depuis Londres, par l'Ofcom, l'équivalent du CSA britannique. Donc le CSA n'a pas voulu user de pouvoirs qui existent dans la loi, qui auraient pu permettre de monter, si vous voulez, le conflit au niveau européen, en disant que la France refusait de recevoir ces chaînes, donc pour des raisons de... le CSA n'est pas allé jusque-là, mais en revanche, il a quand même imposé à ces chaînes, d'une part, un bandeau de diffusion où il est écrit « Le CSA vous informe que ces chaînes nuisent au développement du petit enfant ». C'est quand même... il fallait quand même arriver à l'obtenir, c'est quand même quelque chose. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Tous les opérateurs qui diffusent ces chaînes-là sont obligés de diffuser cette information, etc. Mais simplement, le relais n'est pas fait. Donc, les parents, certainement, s'habituent à voir ce message et ça n'a pas beaucoup d'effet. Et puis, il n'y a pas de dynamique. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous disiez, il y a des lobbies, mais ils sont beaucoup plus puissants que vous ne l'imaginez. Ils sont extrêmement présents, bien sûr, au niveau de tous les pouvoirs politiques, que ce soit Parlement européen... évidemment pression sur le CSA, évidemment pression sur les différents ministères, etc. Donc tant qu'il n'y a pas un vrai pouvoir public, un vrai pouvoir, contre-pouvoir qui s'organise vraiment et qui soit un petit peu plus offensif, sans être excessif, je crois qu'il faut aussi savoir quels sont les canaux de négociation, si je puis dire. Il y a des négociations qui sont possibles. En France, on n'est pas... Voilà, on a obtenu cette victoire, qui est quand même une victoire que je considère comme historique, mais c'est pas aller plus loin, parce qu'il faudrait qu'il y ait des associations qui soient mobilisées sur la question de la petite enfance, et tout le monde a autre chose à faire, parce que les médias, c'est un problème de plus pour des associations. Donc moi je vous ai dit, je travaille avec des associations d'éducation populaire, je travaille avec elles depuis très longtemps, donc elles sont engagées sur ce volet, mais il n'empêche qu'elles ont aussi beaucoup d'autres préoccupations et qu'il faudrait être beaucoup mieux armées, mobilisées à la fois intellectuellement, un peu financièrement aussi, et pour défendre ce qui paraît quand même être une évidence. Et c'est vrai que le rapport de l'Académie des sciences, ça a été catastrophique, parce que c'est venu remettre en question ça en disant il y a des images animées qui seraient favorables et d'autres qui ne le seraient pas, alors que ce qu'on sait, c'est qu'il y a 0 étude déjà sur l'impact positif des tablettes, donc on n'a déjà pas le droit de dire que ça peut être positif, parce qu'il y a 0 étude, c'est trop récent. Et éventuellement, on pourra avoir des idées ou des éléments qui iraient plutôt dans le sens contraire, des éléments d'observation, etc. Donc là, ce qui est problématique, c'est qu'on soit quand même, on est un pays dans lequel il y a beaucoup de tissus associatifs, il y a un tissu associatif assez vivant, mais pour se défendre sur des questions comme ça, on est quand même assez impuissant. Ouais, la question est, est-ce qu'on n'est pas un peu délaissé par les scientifiques, justement? Parce que là, l'Académie des sciences, pour moi, c'était l'Académie qui réunit les scientifiques. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Je crois qu'en France, c'est pas l'Académie des sciences qui est l'institut le mieux placé sur ces questions, ou le plus légitime. Maintenant, c'est vrai que médiatiquement, ça porte bien, donc dire que c'est l'Académie des sciences, oui, mais on n'est plus du temps au XVIIe siècle où l'Académie pouvait réunir comme ça tous les grands savants de France. Les experts sont certainement divisés sur cette question, mais en tout cas, ne soutiennent... Il y en a un grand nombre de spécialistes. Moi, j'avais co-signé une tribune avec notamment Michel Desmurger. Il y avait 60 chercheurs qui avaient... Moi, j'avais co-signé, non pas parce que je partageais tous les arguments, mais parce que je pensais que vraiment, il y avait contestation. Il fallait contester ce rapport
qui ne prend absolument pas en compte la dimension sociétale, la dimension, comment dire, on ne peut pas parler des écrans et des jeunes sans envisager toutes les dimensions de sociabilité, de socialisation, toute la question des données personnelles, puisque c'est pas un rapport qui est focalisé sur les petits-enfants. Bon, tout ça, c'était pas du tout abordé. Donc on ne peut pas faire comme si l'enfant, tout d'un coup, il était imaginable de raisonner avec son cerveau. Un enfant, c'est pas un cerveau. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils défendent l'idée bon, qui est certainement très critiquable par des spécialistes, d'autres spécialistes du cerveau, mais je veux dire, un bébé, c'est pas un cerveau. Donc un bébé, c'est une personne, un bébé, c'est quelqu'un à qui on doit apprendre à parler. Hein. C'est le problème majeur des écrans. C'est d'une part que ça défile vite et donc les petits bébés ne peuvent pas comprendre, donc ils ne comprennent rien, donc on les habitue à être totalement passifs devant des images auxquelles ils ne comprennent rien. Et comme l'audiovisuel, c'est différent du livre aussi dans ce sens, non seulement parce que le livre est statique, mais en plus le livre, ça ne parle pas. L'audiovisuel, ça parle. Donc, et cette parole vient perturber et empêcher les échanges entre les adultes ou d'autres enfants et le petit enfant qui est coincé sur sa chaise en train de regarder la tablette. Bon. Donc c'est ça aussi qui est perturbant. C'est tous les échanges qui ne vont pas avoir lieu. Donc quand Serge Tisseron, pour ne pas le nommer, vient dire que mais c'est pas grave la tablette si les parents parlent avec l'enfant, mais précisément si les parents achètent des tablettes, c'est pour ne pas parler aux enfants. Donc si vous voulez, c'est là où on ne peut pas avoir une approche exclusivement ni cérébrale, si je puis dire, ni psychologique. Il faut voir, il faut faire de la psychologie dans un contexte. Les parents sont surmenés, donc effectivement, ils vont utiliser des outils, les médias, etc., et les tablettes pour occuper l'enfant dans des moments où ils veulent avoir la paix. Donc si on vient leur dire que c'est une bonne chose, eh bien on diminue leur capacité de résistance par rapport à cette facilité, parce qu'ils savent très bien que c'est pas... Enfin, en tout cas, beaucoup d'entre eux savent que c'est pas très bien. Mais alors si on vient leur dire, il y a des experts qui vous disent, l'Académie des sciences vous dit que c'est adapté au cerveau du petit bébé, alors là, il n'y a plus aucune limite. Pourquoi s'occuper de l'enfant? D'ailleurs, le JT de France 2 avait repris ce titre-là, il me semble. Les écrans, c'est bon pour les enfants, à la suite de la publication de l'Académie des sciences. Donc le JT de France 2, ça touche énormément de gens. Et là, tout s'effondre. Est-ce que vous faites une différence entre le parent qui utiliserait la tablette comme étant, par exemple, un support de lecture ou un jeu qu'on fait en commun, et l'enfant à qui on confie une tablette et qu'on laisse, qu'on abandonne, entre guillemets, dans son coin? C'est pas tout à fait la même chose. Non, pas du tout. Enfin, c'est une question. En fait, peut-être... Ou non, mais... En fait, dans un premier cas, enfin, dans le cas où l'enfant est face à la tablette avec son parent, donc là, la tablette redevient un peu un objet social, enfin, un médiateur de la relation, c'est complètement différent. Il y a une interaction entre trois protagonistes, du moins le papa ou la maman, l'enfant et la tablette. Quand l'enfant est seul face à la tablette, il y a une relation qui est dyadique avec le support, et la dimension est tout autre. Pour lui, l'apprentissage. C'est vraiment très différent. Oui, c'est comme disait Sophie, dans le meilleur des mondes, il y a un parent qui serait aux côtés de l'enfant pour être avec lui, lui montrer comment ça se passe sur un écran. Et encore, je ne vois pas que ce soit si positif que ça de l'exposer à ces écrans. Ça, c'est le meilleur des mondes. Généralement, les parents sont assez démissionnaires le soir et ils se soulagent en mettant l'enfant, en confiant à l'enfant une tablette. C'est la vraie vie. Je pense que c'est vraiment concret. C'est exactement le même argument qui était employé pour la télévision, en disant c'est pas grave de mettre la télévision parce que ça va être une télévision accompagnée. Alors les chaînes d'ailleurs avaient un terme pour dire ça, comme si le parent pouvait commenter au fur et à mesure. C'est très difficile, je veux dire, de commenter, puis ça n'empêche pas que l'enfant peut être submergé, soit par des images qui sont saccadées, etc. Bon, ça c'est pour la télévision. Mais pour la tablette, ensuite ça dépend. Ensuite, il n'y a pas de règle absolue. Il faut savoir que voilà, c'est pas adapté spécialement à un bébé de 2 ans, il a vraiment d'autres choses à faire. Ensuite, si un parent s'en occupe parce que dans le train ou je sais pas où, il y a un moment où il faut faire patienter et on va utiliser cet objet, bon, mais il n'y a pas de drame non plus. Il faut pas, voilà. Mais favoriser l'acquisition de tablettes. Moi, j'ai rencontré récemment
voilà, des personnes qui me disent que il va falloir équiper les enfants en tablette. Donc ça, c'est problématique. Oui, et on veut les introduire dans les écoles. Alors ensuite, il y a toute la question de l'éducation aux médias et de la place des écrans dans l'éducation aux médias. Donc là, je dirais que là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir ce que les éducateurs ont l'intention de faire avec les écrans. Je veux dire, moi, parfois, je rencontre des positions de personnes qui deviennent complètement allergiques aux écrans. Ça ne me paraît pas raisonnable non plus. Je veux dire, je pense que l'école a des choses à faire avec les écrans. Elle doit construire un esprit critique. Ça ne se fait pas tout seul. Donc si on n'expose jamais, si on ne travaille jamais avec les enfants sur les images, sur les médias, sur le fonctionnement des médias, sur le financement des médias, si on ne travaille jamais là-dessus, ils ne vont jamais le savoir. Ils sauront appuyer sur les boutons et ils sauront faire ce que... Voilà. Ils connaîtront quelques chemins techniques, hein, toujours les mêmes. Mais donc je pense qu'il y a un travail... Voilà, je pense qu'on ne va pas comment dire, s'arc-bouter, au contraire. Hein. Je pense qu'il faut que l'école s'en empare. Mais ensuite, il y a manière et manière. Donc c'est du cas par cas. Je suis assez vieux, donc il y a plein de choses qui m'échappent. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des télévisions dans leur chambre. Je voudrais savoir, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont des tablettes, qui ont des bébés de quelques mois qui disposent d'une tablette. Ça, je découvre. Moi, j'ai l'impression que... Bon, écoutez, aujourd'hui, ce qu'on sait, il n'y a pas de statistiques sur les bébés et les tablettes. Ce qu'on sait, c'est des statistiques qui viennent de sortir là, il y a quelques jours, c'est que dans les foyers avec enfants, le pourcentage de foyers équipés, si vous voulez, en tablette, c'est de 40%, plus de 40%, alors que quand il n'y a pas d'enfants, on est autour de 20-25%. Vous voyez, donc les enfants sont une motivation forte pour s'équiper en Internet. Hein. Les foyers les plus équipés, c'est les foyers où il y a des enfants, quel que soit le milieu social, pour la connexion Internet. Je ne dis pas que c'est un mal, hein, mais Et voilà, tous ces équipements médiatiques sont associés dans l'imaginaire collectif et dans le marketing à la jeunesse. Donc il y a un équipement plus grand. Ensuite, l'équipement des tout-petits, voilà, je vous dis, on n'a pas de chiffres, hein, donc je ne peux pas vous dire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des applications, par contre, qui se développent. Il y a des applications qui se développent. Dans les garderies, vous sembliez dire qu'il y avait beaucoup, non? Alors, c'est pas dans les crèches elles-mêmes. Hein. Les crèches elles-mêmes, ils sont exemptés de... Les parents courant côtrier, vous sembliez dire que les parents courant côtrier... Oui. Ça arrive. Après, c'est pas forcément des tablettes spécifiquement, ça dépend aussi des coutumes de chacun. Ça peut être aussi des écrans, ça peut être des portables, tout simplement. Ils peuvent confier leur iPad à leur enfant ou à leur smartphone à leur enfant. Ça dépend vraiment aussi du matériel qui est à la maison. Ça, c'est pareil, il n'y a pas de données à ce sujet, pas de pourcentage, mais c'est très variable. Ça peut être des tablettes, ça peut être des télévisions, tout simplement. Ça peut être des smartphones. Donc c'est vraiment très, très variable. Parce qu'on pense mais il y en a. Parce que j'appelle un téléphone, encore un téléphone, au bébé aussi alors. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui se sont plaints parce que leur enfant avait cassé le téléphone. Mais ça arrive bien sûr, oui. Et il y a des applications, donc ça, c'est vrai que ça pose un problème. Pourquoi la France a pris position sur la télévision pour les bébés et n'a pas pris position sur les applications sur les téléphones portables? C'est tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes régulateurs. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui contrôle les applications ou peut construire une régulation sur les téléphones portables et les applications? Un temps, ça a été le ministère de la Famille, mais ça fait un petit moment qu'on n'en entend plus parler, qu'il ne prend pas beaucoup position là-dessus. Donc il y a une défaillance de la régulation là-dessus. Une autre question? Oui, je me demande si ce n'est pas véritablement un problème de santé publique tout de même. Et on voit bien, je crois que ça s'appelle comme ça, des bandes passantes, où vous voyez l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut faire 30 minutes d'exercice par jour, ne pas manger trop sucré, trop salé, etc. À la limite, on pourrait avoir aussi ces informations en bande passante et les avoir peut-être aussi dans les endroits où on vend des télévisions. À la limite, pourquoi pas Alors, moi je trouve que le problème aussi, c'est peut-être au niveau de la vision de l'enfant. J'ai appris que c'était aux environs de la 4e année où la vision de l'enfant était à son optimum,
grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'il discerne, qu'est-ce qu'il voit exactement, est-ce que les mouvements, est-ce que... certainement qu'on a fait des études là-dessus, je suppose. Et puis, comment on peut assimiler aussi à la fois une image et un son. Moi, je sais que ça m'arrive souvent de me dire, au fond, j'ai envie de couper le son pour m'imprégner de l'image, et que le son me gêne par rapport à l'image, ou le contraire. Donc, je crois que l'enfant n'a pas le même développement que l'adulte, enfin il n'est pas encore au niveau de développement adulte. Est-ce que c'est pas dangereux aussi les écrans cathodiques? On a partout les Wi-Fi, tous les écrans, tous les micro-ondes, l'électromagnétisme partout. Donc finalement on est envahi d'un tas de problèmes qui pourraient être des problèmes de santé publique un jour ou l'autre, puisqu'on parle aussi de tous les relais, bon, moi je me pose cette question, des ondes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à avoir ce tout numérique et à dire c'est très bien, c'est performant, c'est moderne, il faut pas l'ignorer. On ne peut pas vivre sans cela, on ne pourra plus jamais vivre sans cela. Mais pour les petits, qu'est-ce qu'on fait? La prévention, qu'est-ce qu'elle ne peut pas se situer à ce niveau de l'enfance? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants après? Il y aura peut-être des problèmes qu'on ne soupçonne peut-être pas encore à l'heure actuelle. Ah oui, le problème, c'est effectivement, on est tout au début de cette évolution. En technique. tout cas, moi je suis enseignante en maternelle, et c'est vrai qu'on constate avec les collègues que les enfants ont de plus en plus de problèmes de concentration. Et c'est frappant là, depuis 2-3 ans là. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment ça se fait que déjà si jeunes, ils n'arrivent pas à se concentrer comme ça sur les activités. Ouais. C'est-à-dire c'est plus seulement le zapping, c'est qu'avec ces tablettes, c'est une stimulation permanente, puisque l'objet est censé réagir en permanence, modifier l'intensité lumineuse, etc. Donc c'est ça aussi, toute cette comment dire, j'ai envie de dire, sorte de camisole comme ça audiovisuelle qu'on met à l'enfant, parce que tout à l'heure vous disiez le matin, il regarde pas trop. Moi je crois qu'il regarde aussi beaucoup le matin, parce que si, notamment les tout petits, parce que c'est plus facile. Moi, j'ai des exemples, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est plus facile d'habiller un enfant qui regarde la télévision, il est comme ça. Donc, non, mais voilà. Et donc, à l'école, il est plus comme ça, parce que la maîtresse n'est pas phosphorescente, elle n'est pas phosphorescente et elle n'est pas interactive. Quand on la touche, éventuellement, elle va vous donner une claque. Non, mais je veux dire, bon, donc on n'est pas dans les mêmes formes de gratification, etc. Et on n'est pas dans les mêmes univers de stimulation, donc il y a forcément un problème. Alors ensuite, santé publique peut-être, je veux dire, ça pourrait être une approche, mais le ministère de la Santé publique, il ne s'occupe plus beaucoup de la télévision, des bébés, puis de ces questions médiatiques. Le CSA s'en est occupé un petit peu, mais je pense que vraiment ce qui manque, c'est la mise en place de réseaux de chercheurs et d'associations qui considéreraient que ce sont des questions importantes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on joue un peu aux apprentis sorciers, on ne sait pas quel va être l'impact. On sait que on sait que dans la Silicon Valley, les informaticiens demandent à avoir des écoles qui sont plutôt des écoles sans écran. Donc on sait que même ceux qui connaissent bien la machine ne sont pas pour une stimulation permanente avec les ordinateurs, l'Internet et tout ce qui va avec. Aux États-Unis, c'est la publicité aussi qui est obligatoire dans les établissements scolaires. Quand il y a la télévision, il faut que les enfants regardent la publicité. Donc bon, c'est tout un ensemble. Mais donc on ne sait pas trop avec quoi on... Les associations de consommateurs aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, mais on est sur des questions, si vous voulez, qui ne sont pas seulement de consommation, c'est des questions aussi d'éducation, c'est aussi des choix, c'est aussi, il y a aussi, si vous voulez, l'école en France est axée, par exemple, je ne dis pas qu'elle soit toujours à la hauteur de cette ambition, mais elle a l'ambition de construire un esprit critique de citoyens par rapport à ces questions. Sauf que si on n'aborde jamais la question des médias, la dimension de l'industrie médiatique, le rôle de la publicité, les méthodes de publicité, je ne vois pas trop comment on peut construire cet esprit critique. Donc ça demanderait une véritable mobilisation de l'école par rapport à ça. Ouais.
C'est Patrick Lelay, Ceux qui je n'est cite pas. toujours, Pardon oui. Par rapport à la publicité, hein, Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, a dit « Ce qui nous importe, c'est capter le temps de cerveau disponible pour le vendre à Coca-Cola. » Dans quel mépris du public nous tiennent-ils? C'est absolument ahurissant. Je sais qu'il y a eu un soir au journal télévisé, ils ont montré un ado qui faisait ses devoirs. Alors il envoyait des SMS en même temps qu'il écoutait la musique, que son ordi était allumé, donc il avait plein de parasites autour de lui. Et après ils arrivaient dans un lycée, ils interrogeaient les élèves, ils disaient mais comment évaluez-vous votre capacité de concentration sur toute la durée du cours? Il y en a qui disaient oh 5 minutes, il y en a qui disaient oh ça dépend de la qualité du cours, tout ça. Et du coup le prof il avait complètement revisité sa façon d'enseigner. Et c'est-à-dire que il donnait des objectifs et il faisait toutes les 10 minutes. Alors les 2 premières minutes, il fixait l'objectif du cours. Il disait aujourd'hui, ce qu'on veut apprendre, c'est où on veut aller, c'est ça. Les 10 premières minutes, c'était de l'oral. Les 10 autres minutes, c'était de l'écrit, travaux pratiques. Les 10 dernières minutes, c'était un échange collectif ou de la coopération. Enfin, il avait complètement revisité ses cours et ça marchait assez bien, quoi. Donc lui, il avait réadapté sa façon d'enseigner en fonction des habitudes des jeunes. J'avais trouvé ça intéressant. Ça demande beaucoup plus de boulot. Et, oui, découpage de temps. Ouais, et il avait découpé et il fixait des missions à chaque fois. Et à chaque fois, il allait essayer de capter l'attention des jeunes et de les récupérer pour les remettre. En tant que professeur de langue, je suis d'accord avec vous. Ouais. Je faisais toujours beaucoup d'activités. Ça durait 10 minutes d'oral, 10 minutes d'un petit exercice, ensuite 10 minutes d'explication, etc. En lycée. Pour justement capter l'attention. Mais au sujet de l'éducation nationale, je pense qu'on va même plutôt dans le sens inverse de ce que vous dites, parce qu'on a tendance à mettre la pression sur les enseignants pour utiliser justement le plus possible d'écran. On dit, mais c'est comme ça qu'il faut travailler maintenant, il faut utiliser ces moyens modernes, etc. Moi, je me sens assez moderne, mais je pense que ce n'est pas absolument indispensable. On peut faire un très bon cours de langue, à mon avis, sans écran. De temps en temps, mais pas systématiquement. Or, parfois, on a l'air de vous dire bon, que c'est un peu vieux jeu, ringard, de faire un cours de langue sans utiliser le labo multimédia, etc. à chaque cours. Et en fait, à mon avis, on peut aussi travailler d'une autre façon, de façon plus à long terme, sur les cours orales, etc. Sans emprisonner ces moyens-là. Donc, je ne suis pas sûre que l'éducation nationale aille toujours dans le bon sens. Il y a une contradiction. Disons qu'aujourd'hui, elle est mobilisée depuis l'éducation nationale connaît en ce moment une refondation, et donc la nouvelle loi qui fixe les missions de l'école depuis juillet 2013 fixe la mission d'éduquer aux médias et à l'information. Donc c'est une nouvelle mission. Il faut voir comment les enseignants s'en emparent. Le gros problème de mon point de vue, ben voilà, c'est ça, exactement ça. C'est que on ne peut pas inventer la connaissance des médias et de l'information, pour reprendre le terme de la loi. Ça ne peut pas s'inventer. Et aujourd'hui, enfin non, depuis que ça existe, depuis que l'éducation nationale, parce que c'est pas nouveau, ça fait quand même 30 ans que l'éducation nationale veut, créer des espaces d'éducation aux médias ou des relais, etc. Et à des réseaux, notamment le Clémy, mais il n'y a pas une formation à la hauteur de la mission de l'éducation nationale, donc c'est ponctuel. Et donc, ça risque d'être le pire. Quand il n'y a pas de formation, quand il y a une formation, ce n'est pas toujours garanti non plus, mais quand il n'y a pas de formation, ça risque d'être le pire. C'est-à-dire, effectivement, plutôt utiliser les outils au lieu de les interroger. Alors, moi, je pense qu'on peut utiliser les outils, mais il faut aussi savoir les interroger. On peut utiliser les images, mais encore faudrait-il aussi savoir poser un certain nombre de questions par rapport à l'utilisation des images. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de l'illustration. On utilise les images parce que ça distrait les enfants, c'est censé les concentrer, etc. Alors que l'image, il y a toute une histoire de l'image, toute une histoire de la photo, il y a plein de choses à apprendre sur
comment dire, justement pour stimuler l'esprit critique des enfants face aux images. Mais ça suppose une formation. C'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'on est avec qu'on sait, voilà, ni l'analyser, ni en faire, etc. Donc, et il y a un risque quand il n'y a pas de formation, le risque c'est le mimétisme des pires travers des médias en fait. C'est-à-dire on va recopier le sensationnalisme des médias quand on fait des petits journaux scolaires. Parce que derrière il n'y a pas une réfléxion sur les objectifs, le rôle des médias dans la démocratie, la déontologie de la presse, voilà. Donc c'est vrai que la question cruciale, c'est la question de la formation. Je suis d'accord avec vous. Vous enseignez pourtant, hein, communication, est-ce qu'il y a le mot média dedans? Information, communication, et on a un master dans lequel il y a le mot média, oui, master. Donc une grande fonction parce que je sais aussi par ailleurs que ces filières sont très très prises, brisées. Oui. Et les liens avec l'éducation nationale ne sont pas encore faits, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à l'université, il y a des filières sciences de l'information et de la communication qui sont, donc moi j'enseigne dans cette filière-là à l'université Paris 8, mais, et il y en a dans beaucoup d'universités, hein, c'est un cursus qui est très développé, mais les liens entre ces cursus et l'éducation nationale n'existent pas. Donc moi je participe à je participe ponctuellement à des colloques de l'éducation nationale. La semaine prochaine, j'ai participé parce qu'à l'intérieur de l'éducation nationale, il y a un corps d'enseignants qui est très intéressé par les questions de médias, c'est les documentalistes. Donc, voilà, la semaine prochaine, je participe justement à un colloque là-dessus, une formation de documentalistes. Et donc, il y a des liens, mais ils sont informels. Il n'y a pas de lien construit entre ces filières de formation et l'éducation nationale. L'éducation nationale a ses propres filières de formation dans lesquelles la part réservée à l'analyse des médias, je crois qu'aujourd'hui elle est quand même encore très faible. Autant sur il y a des formations qui se mettent en place sur le fonctionnement de l'Internet par exemple, parce que pour les documentalistes, la question de l'archivage, les questions qui sont liées à comment est-ce qu'on fait pour se construire des bases de données, pour savoir utiliser des bases de données, aider les élèves dans leurs recherches scolaires, etc. Donc ça, c'est des préoccupations quotidiennes, mais arriver à construire une approche critique des médias, du rôle des médias, encore une fois, en le rapportant à leur rôle fondamental dans la démocratie et à ce qu'ils sont capables de faire, aux interactions entre les objectifs politiques et le fonctionnement qui est devenu un fonctionnement complètement marchand. Ça, c'est complètement nouveau, si vous voulez. Pour nous, Européens, c'est quelque chose, c'est aussi ça qui nous déstabilise par rapport aux médias. Hein. C'est que non seulement les pouvoirs publics, je vous ai dit, sont dans une phase de dérégulation, donc ils s'en occupent moins, mais en plus, les médias sont devenus principalement des médias marchands, alors que tous les pays européens, je crois un peu d'exception près, avaient construit des services publics de l'audiovisuel. Donc avec des logiques qui n'étaient pas étanches complètement par rapport au marché, bien sûr, mais qui étaient quand même des logiques publiques, des logiques de service public. Sur l'Internet, c'est plus du tout ça. Et on est sur des logiques... Voilà, le problème de l'attention, il vient de là. Hein. Pourquoi est-ce que l'Internet vient nous solliciter en permanence sur des publicités, etc. Pourquoi est-ce qu'on est incité comme ça à se promener, à surfer de site en site, etc. Ben bien sûr, mais bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on est incité? Parce que c'est construit comme ça, parce que les grands réseaux, les grandes entreprises... comment dire, que ce soit Facebook, que ce soit Google, ont intérêt à nous faire travailler comme ça, si je puis dire. Nous avons l'impression de nous divertir, mais en réalité nous travaillons et nous semons comme ça des traces qui sont récupérées et qui permettent de financer ces grandes structures.
ça les finance qu'à la marge, les modèles économiques sont désastreux, donc si vous voulez, il faut qu'on donne énormément de données personnelles pour qu'eux-mêmes récoltent un petit peu, enfin bon, maintenant c'est beaucoup même, puisqu'elles font partie des entreprises les plus prospères. Les plus riches. Mais c'est quand même marginal par rapport à l'ensemble des données qu'elles vont stocker sur nous. Donc si vous voulez, le problème de la concentration, c'est un problème justement de confrontation entre des objectifs éducatifs pour penser, pour savoir lire, pour avoir une pensée autonome. Il faut ne pas être distraire toutes les 10 secondes, il faut arriver à penser dans la durée. Or, ces industries-là, elles ont des objectifs qui sont tout à fait contraires, hein, qui sont de nous distraire le plus possible pour qu'on puisse être sollicité le plus possible par des marques et qu'on puisse cliquer le plus possible sur des objets. Ne pas avoir le temps de réfléchir sur tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. Donc je vous invite, vous autres citoyens, à approfondir le problème. Vous voyez que c'est balbutiant, il y a beaucoup à faire. Et vous pouvez approfondir soit avec un livre, soit aussi en regardant après la vidéo et la montrer, surtout diffuser autour de vous, hein, porter la bonne parole, parce que bon, vous n'êtes pas nombreux, mais vous pouvez être très actifs. Et voilà. Oui, d'abord, je prie de m'excuser parce que j'avais oublié d'éteindre mon portable. C'est pas grave. Je vous prie de m'excuser tous. Moi, je voulais vous demander, je ne sais pas si la question est apparue entre-temps, par rapport au livre, par rapport à... par exemple, quand on était enfant, enfin, on a tous lu des livres de Perrault, on a vu la violence, mais on a imaginé la violence. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ce qu'on lisait, ce qu'on entendait de cette violence et les images qui sont proposées aux enfants? Et d'autre part, est-ce que l'utilisation de tous ces écrans, des tablettes et de tout ce qui est à la disposition des enfants, est-ce que ça a envoyé, est-ce que ça a supprimé les heures passées à la lecture? Quand je vois tout ce qu'on trouve ici à l'étage, c'est merveilleux. Et est-ce que les enfants lisent moins? Est-ce qu'ils sont trop attirés par tout le reste, par tous ces écrans? Est-ce que ça a gêné l'apprentissage et la lecture des livres? Je ne sais pas. Pardon? C'est forcément l'attrait du nouveau, l'attrait de la console, et puis ils imitent les parents. Ce que montre la dernière étude, la Ipsos Connect, c'est que la lecture reste quand même, chez les enfants, reste une pratique importante. Mais il faut dire aussi qu'elle est stimulée par l'école. Hein. Le rôle de l'école est très important. Hein. Donc quand ils sont petits, les enfants lisent des livres, et c'est vrai qu'on a une édition qui est quand même assez florissante, diversifiée, etc., et de qualité. Ensuite, quand ils deviennent, voilà, je veux dire, la lecture est vraiment très très liée à l'école, ce qui est aussi un problème, parce que pour que les enfants soient des gros lecteurs, il faut qu'il y ait du plaisir et que ça ne soit pas seulement... Alors je ne dis pas que l'école, c'est pas toujours... Ça peut être aussi du plaisir, hein, l'école, bien sûr. Hein. Non, mais je vous le dis en tant que sociologue, c'est-à-dire ça vient dans les... Il y a beaucoup d'enfants qui ont plaisir à aller à l'école, surtout les petits, hein, mais jusqu'à l'école primaire. Mais... voilà, s'ils ne s'approprient pas cet objet comme étant un objet de plaisir, c'est vrai que ça pose ensuite, ça leur pose aussi des difficultés scolaires, hein, parce que le recul de la lecture, c'est quelque chose en tant que... Alors là, c'est ma casquette d'enseignante, c'est vraiment très compliqué, hein, très compliqué de... Et vous, justement, vous mentionnez aussi, je crois que c'est dans votre livre, que ce sont les milieux les plus favorisés qui, eux, mettent des barrières, des interdits, et ils savent très bien que ils sont renseignés sur les déficits d'attention, donc la perte de concentration, et donc ils savent les résultats scolaires, forcément, ils vont en pâtir avec cette pratique trop fréquente et trop longue et intensive des écrans. Donc voilà, il faut pas laisser se creuser cette différence entre l'élite et
les classes populaires. Hein. Apparemment, les écrans sont un instrument de le faire. Après, c'est vrai qu'à force d'être bombardé de stimulation, on a du mal aussi à accorder notre attention à des stimuli qui sont neutres, qui sont sans saveur. C'est pour ça que les livres sont parfois moins attrayants qu'une console ou qu'une tablette. Oui. Même nous, en tant qu'adultes, on le ressent bien. En tout cas, je vous remercie tous et surtout un grand merci à nos deux intervenantes d'être venues de Paris pour ici. Et à la prochaine. Ce sera sur l'art et l'argent la prochaine.